J'aimerais vous présenter les buts de cette réunion et son déroulement. Et pour rentrer directement dans le sujet, j'aimerais que vous considériez cette série que j'ai présentée au congrès de l'EVRS il y a maintenant 16 ans. C'est une étude épidémiologique de plus de 5000 cas que j'avais pu opérer au bout de 17 ans après mon installation. Vous avez les paramètres de l'étude. À noter que est considéré comme échec un œil pour lequel le silicone n'a pas été enlevé. Que peut-on voir d'intéressant? Tout d'abord, que le taux de décollement difficile à guérir, c'est-à-dire les décollements de stade C2, C3 et D, représente 5,5% des décollements de première intention, c'est-à-dire à peu près 300 chaque année en France. Un seul chirurgien spécialement entraîné pour traiter ces cas difficiles peut suffire. Ces décollements graves, difficiles à guérir, ne sont pas très valorisants sur le plan de l'acuité visuelle, et je pense que les jeunes, surtout en début d'installation, ont peut-être plutôt tendance de s'occuper des 95% plus faciles, c'est-à-dire les décollements 0, A, B et C1. Mais si l'on affecte chacun de ces décollements 0, A, B et C1 le taux d'échec que j'avais à l'époque, il y a 20 ans, avant l'arrivée des nouvelles machines à vitrectomie formidables, avant l'arrivée des nouvelles méthodes de tamponnement, eh bien vous voyez qu'on arrive à un taux d'échec global de moins de 2%, c'est-à-dire en France 120 yeux perdus par an de décollement de rétine. Or, vous le savez bien, il y en a plus que ça. Pourquoi ? Parce que l'on a affecté des gestes, on a affecté une stratégie dans ces décollements simples de première intention, des stratégies inappropriées qui ont transformé ces décollements simples en des décollements plus compliqués. Vous voyez ici des décollements précédemment opérés. Eh bien, vous voyez qu'il y a 5 fois plus de décollements plus compliqués à opérer. Il nous est donc apparu au bord de la SCRV, plus profitable en termes d'yeux perdus pour décollement de rétine, de se concentrer sur une amélioration des techniques dans les décollements, ces 95% de décollements 0, A, B ou C1, mais bien sûr, certains d'entre vous vont trouver qu'on parle de choses un petit peu basiques, mais c'est le but de cette réunion. Pour ne pas froisser certains d'entre vous qui vont faire des présentations et qui risquent de présenter des stratégies qui heurtent les anciens, on a mis les anciens devant là pour qu'ils puissent répondre. Et pour animer la discussion, on a choisi de vous présenter les résultats statistiquement significatifs que l'on a trouvés dans la littérature. En fait, il ne s'agit que des résultats du Hardy Study. Pourquoi? Parce que c'est la seule étude mondiale qui présente des résultats statistiquement significatifs, mais aussi parce que c'est l'étude mondiale présentant le moins de biais, c'est-à-dire c'est l'étude la plus fiable que l'on puisse trouver à l'heure actuelle sur PubMed. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi cette étude, qui est publiée dans Ophthalmology, est irréprochable et doit nous servir de référence absolue. Pourquoi c'est la seule qui permet de dégager des statistiques significatives? Tout simplement à cause du nombre de cas étudiés. Vous voyez, près de 8000 yeux. La deuxième plus importante faite précédemment, c'était le SPR Study, qui était une belle étude, même si elle comporte 4 fois moins de chirurgiens et 20 fois moins de pays. Elle ne repose que sur 681 malades et donc ne permet pas de répondre à la plus élémentaire question qui est: est-ce que par rapport au résultat final ou au taux de récidive, vaut-il mieux faire
une vitrectomie ou une indentation. Et même si elle avait porté sur 2500 cas, qu'elle n'aurait servi à rien quand même parce qu'elle n'était pas focusée sur des cas cliniques très précis. En effet, souvenez-vous ce que je vous ai montré à l'instant, il y a bien sûr les différents stades, mais il y a aussi les déchirures par stade, et ces déchirures ne sont pas spécifiques d'un stade. Vous pouvez trouver un trou équatorial dans les stades 0, mais aussi dans les stades A et aussi dans les stades C1. Et si, dans un stade A, vous mélangez les désinsertions avec les dialyses, eh bien, vous allez mélanger deux pathologies, dont l'une, la dialyse, a 35 fois de plus de risque d'échec que la désinsertion. La même chose, si vous mélangez dans un stade A ou un stade C1, qu'on trouve commun à tous les deux, un trou équatorial, des trous équatoriaux et des déchirures paravasculaires, vous allez mélanger des pathologies dont le risque d'échec va de 1 à 9. Alors, vous comprenez que pour faire une étude qui signifie quelque chose, il faut non seulement faire un nombre de cas, mais faire en fonction des déhiscences, et c'est ce qui réclame autant de cas, et c'est pourquoi seule cette étude de l'EVRS a pu réunir autant de cas. Alors vous allez me dire, ok Didier, on a compris, c'est la plus grosse étude, mais c'est une étude rétrospective et donc moins fiable qu'une étude prospective randomisée. Et là, je dois vous expliquer la chance que j'ai eue de travailler avec l'INSEE pour réaliser cette étude. D'abord parce que c'est une institution incorruptible, vous savez, même vis-à-vis des pouvoirs publics. L'INSEE, on peut faire une confiance absolue, c'est la fiabilité irréprochable. Également parce qu'ils utilisent des statisticiens, la plupart du temps ce sont des polytechniciens, des statisticiens de très très haut niveau, en tout cas infiniment plus cortiqués que nos biostatisticiens habituels qui sont d'un niveau bien inférieur. Et ces statisticiens m'ont expliqué ce qui suit. Si vous voulez trouver un taux de réussite ou un taux d'échec ou un taux de récidive, vous ne pouvez pas faire d'études rétrospectives. Vous êtes obligé de faire une étude prospective randomisée. Pourquoi? Parce que le médecin peut sélectionner les cas et même modifier les cas qu'il va envoyer, et ça enlève toute crédibilité, toute fiabilité aux résultats trouvés. Par contre, si vous comparez deux procédures A et B, l'une par rapport à l'autre, peu importe le taux brut de chaque procédure, puisque l'important c'est le rapport qu'il va y avoir entre les deux. Il suffit donc qu'il y ait suffisamment de médecins faisant chacune des deux procédures pour que statistiquement il y ait le même nombre qui fassent des sélections pour une procédure ou dans l'autre. En gros, il faut à peu près entre 60 et 80 médecins. Et contrairement à ce que je pensais, et je pense contrairement à ce que beaucoup ici pensent, quand il s'agit de comparer deux procédures, on peut tout aussi rigoureusement utiliser une étude prospective randomisée ou une étude rétrospective. Le tout est de ne jamais parler de taux. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, que ce soit pour une étude randomisée ou pour une étude rétrospective, la fiabilité, qui est la vraie chose qui nous intéresse dans une étude statistique, va dépendre de l'absence de biais. Et ça, il faut bien le comprendre. Une étude prospective randomisée faite sur 4 hôpitaux français par 8 médecins hospitaliers ayant la même façon de recruter, utilisant la même machine à vitrectomie, ça vaut 0. Il y a trop de biais. C'est pourquoi les statisticiens de l'étude ont comparé non seulement bien sûr les résultats en fonction des détails cliniques, et vous avez ici la feuille que devaient remplir tous les participants à l'étude, mais aussi tout ce qui peut influencer les résultats, par exemple les données épidémiologiques. Vous avez ici le nombre de malades par pays, vous avez les pays, vous avez le nombre de chirurgiens par pays, vous voyez qu'il y avait 19 Français,
16 Italiens, 10 Américains, 10 Polonais, 10 Allemands, etc. Et en quoi ça c'est important? Parce que vous allez que le malade fasse partie des ça c'est une étude de la gravité en fonction des pays. Vous voyez que si le malade fait partie des 124 Algériens opérés ou qu'il fasse partie des 151 malades de Malaisie, vous voyez que la gravité n'est pas du tout la même. On ne peut pas mélanger ces cas. Ont été également étudiés les biais provenant des conditions de recrutement des chirurgiens. Vous voyez ici deux chirurgiens d'un même pays, l'Italie. L'un en bas est hospitalier, l'autre est en privé. Ils opèrent à peu près le même nombre de cas annuels et vous voyez que la répartition en stade n'a rien à voir. Ont été étudiées non seulement 7 caractéristiques cliniques de chaque cas, mais aussi les paramètres de la machine à vitrectomie utilisée lors de l'opération, ainsi que les paramètres de 7 autres manœuvres opératoires. 3 niveaux d'échec ont été déterminés. Vous avez en rouge l'œil qui est, c'est l'échec total, l'œil qui est déclaré perdu par le chirurgien, il n'y a plus de PL, la rétine est rétractée complètement. En orange, le silicone n'a pas été enlevé à la fin de l'étude, et donc on a des doutes que ça soit vraiment un franc succès. Et en jaune, les cas ayant nécessité une réopération pour complications ou récidives. Enfin, en méthodologie, ils ont d'abord fait une étude univariée et bivariée de toutes les variables dont je vous ai parlé pour découvrir quelles variables sont reliées plus ou moins directement aux résultats. Et en prenant ces variables, ils ont fait une étude multivariée avec régression logistique pas à pas qui a permis d'individualiser et d'analyser les variables qui peuvent affecter le résultat final de façon indépendante, indépendamment de toutes les autres. C'est la seule façon de faire des vraies statistiques. Ça a nécessité certes 3000 lignes de calcul et un travail jour et nuit de l'ordinateur de l'INSEE, qui n'est pas un petit MacBook Pro, hein, mais elle a permis pour la première fois de bâtir un arbre décisionnel stratégique permettant aux jeunes installés de savoir quelle est la meilleure stratégie devant un cas clinique précis. Jamais en rétine une étude aussi grande et aussi fiable, c'est-à-dire éliminant autant de biais, n'a été faite. On a donc toute raison de s'y référer. Par contre, bien sûr, on peut toujours aller plus loin, on peut chercher la petite bête, il y a des critiques qu'on peut faire à cette étude, on peut trouver des variables qui n'ont pas été étudiées, soit parce qu'on n'y avait pas pensé, soit parce qu'elles ne sont pas quantifiables et qui peuvent nuancer les résultats. Par exemple, à partir de quel degré parle-t-on de vitrectomie complète ? Une vitrectomie, c'est pas un capsulorhexis, il y a 100 façons de la faire et ça dépend à quel niveau on met le curseur. On n'a pas pris en compte les contingences liées au système de soins. Par exemple, aux États-Unis, priorité est toujours donnée, vu le coût d'une opération, à la guérison en une fois. Hein, même si ça retentit, même si ça affecte la récupération visuelle dont on se fout un petit peu. Seuls ont été étudiées les techniques et le matériel habituel. Il est certain que il y a des techniques ou des matériels qu'on n'a pas étudiés parce qu'elles n'avaient pas une divulgation suffisante, comme l'endocryo, comme l'endoscopie, comme l'indentation pli. Il est certain que si vous faites une indentation pli avec du PTFE, vous allez pouvoir avoir des résultats qui vont échapper au conseil du IVRS-RD Study. Soit parce que cette technique spéciale que vous êtes peu à faire est meilleure que les autres, soit, et ça c'est intéressant, parce que l'utilisation de cette technique un peu plus sophistiquée répond à un perfectionnisme que vous avez en vous. Et ce perfectionnisme peut être en relation avec un perfectionnisme opératoire. Ça, c'est une chose que les statisticiens m'ont dit, et ça m'a surpris,
lorsque l'on a parlé, lorsqu'on a découvert, ceux qui connaissent le travail le savent, mais les jeunes qui sont là, qui ne l'ont jamais entendu, ne le savent pas, on a découvert qu'il y a une sorte de machine à vitrectomie qui crée dans le décollement de rétine 3 fois plus d'yeux perdus par rapport aux autres machines. Et c'est étonnant, d'autant qu'on a découvert un peu plus tard que dans la chirurgie des corps flottants, ce type de vitrectomie crée 5 fois plus de décollement post-opératoire que les autres. Alors, je dis aux gars, mais qu'est-ce que vous en tirez? C'est forcément que la machine est moins bonne? Ils m'ont dit, écoutez, on a éliminé les expériences du chirurgien, l'endroit où ils opèrent, l'institution où ils opèrent, leur méthode de recrutement, les états cliniques, les détails cliniques du malade. Il y a 2 solutions et il n'y en a pas 3. Soit la machine est plus dangereuse, soit les médecins qui utilisent cette machine ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Alors, pour ces 2 raisons que je vous ai marquées là, vous pouvez croire à l'EVRS Hardisty, qui sera donc le guide de notre réunion. Mais j'aimerais vous dire un dernier mot aux jeunes qui sont encore sous la coupe de certains patrons qui n'ont pas voulu participer à cette étude mondiale pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de commenter. Vous risquez d'être frustrés parce qu'on va vous donner des conseils que vous ne pouvez peut-être pas encore suivre parce que vous êtes tributaire des choix qu'ont fait vos patrons. Vous risquez d'être frustrés, voire révoltés. Vous allez vous trouver tout un tas d'excuses, comme j'étais frustré, révolté, et me trouvais tout un tas d'excuses lorsque je ne mettais pas ma ceinture de sécurité en bagnole. Et c'est pour ça que j'ai dû faire un stage de récupération de points. Mais le gouvernement, il continuera à imposer le port de la ceinture de sécurité parce qu'ils ont fait des études statistiques qui donnent des résultats statistiquement significatifs et ils continueront. Eh bien, c'est ce que la SCRV va faire, puisqu'on a des résultats statistiquement significatifs. On va vous montrer le chemin à suivre, même si on va le faire avec compassion pour ceux qui ne peuvent pas le suivre pour le moment. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que on est une société savante, indépendante des laboratoires, et que c'est pour la santé de nos patients. Merci beaucoup.